Vous écoutez De l'E6 Plus Cool. Et voici, format court, Monster of the Week, The Spooky. Bonsoir, je suis Morgane et j'incarnerai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Dans l'épisode précédent, Esther a repris conscience dans sa propre tête et a découvert que le reflet avait donc, comme elle le craignait, pris les commandes. Et il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne fasse beaucoup de dégâts. Il a donc fallu qu'elle lutte contre elle-même et qu'elle empêche notamment le reflet de faire du mal à des gens qu'elle-même n'appréciait pas, comme le docteur Malovitch, l'adjoint de l'Institut de neuropathologie. Au final, après avoir tâché de préserver quelques souvenirs heureux et d'avoir empêché Esther de repeindre les murs avec du sang, elle a fini par passer un pacte un peu contrainte et forcée avec elle-même pour rester tranquille. Le reflet a donc lâché la bride et Esther a été jugée plutôt dérangée psychologiquement, ce qui fait qu'elle a été mise sous surveillance médicale. Et heureusement pour elle, pas dans un asile psychiatrique, mais chez son parrain Milton. Et nous l'avons donc retrouvée 1 an plus tard, plutôt jeune femme, et enfermée chez Milton. Nous sommes d'accord Esther que pour le bien de cette saga, il va falloir que tu quittes cette captivité assez pesante. Car Monster of the Week étant ce qu'il est, tu te dois d'affronter le monstre de la semaine, de le traquer et de le stopper avant qu'il ne fasse du mal. Et pour cela, il te faut un tant soit peu de liberté. Plongeons-nous sur cette période un peu étrange que vit Esther en ce moment. Je vais te poser du coup une suite de questions et on verra dans quelle mesure on narre les scènes, où on les joue, on fera ça au feeling. Milton est un homme plein de ressources, il doit avoir des contacts, c'est pas un chasseur pour rien, donc je ne sais pas de quel subterfuge il a usé, mais visiblement la justice a quand même accepté d'être un rien clémente avec toi. Aussi, je me demande comment s'est passé ton quotidien au sein du manoir. Dans quelle mesure tes parents ont pu te rendre visite ? Si tu as eu des profs particuliers, des vrais profs, j'entends, qui sont censés te fournir l'éducation propre au programme scolaire d'une jeune fille de ton âge. Et pas les enseignements de Milton qui tournent autour de la traque et de l'extermination de la vermine. Je voudrais aussi savoir quelles sont les petites bulles de détente qui t'ont été autorisées auprès de ton parrain, ce que vous avez été en mesure de négocier. Je voudrais aussi savoir tes relations avec le vraisemblable agent de probation qui t'a été affilié, le psychiatre qui a dû te rendre visite à plusieurs reprises, sachant que tout ceci a dû être très cadré dans la mesure où, Milton est un chasseur, je veux dire, son manoir doit pulluler de pièces secrètes et d'objets interdits. Et il doit aussi être truffé de glyphes de protection qui fait que, sans le savoir, le moindre visiteur devait être analysé comme une potentielle menace occulte. Je me demande même s'il y a eu un passage en tribunal, tu vois. Donc c'est tout plein de questions que j'ai envie d'élucider avec toi. Je vais commencer par celle qui m'inspire le plus. Je pense que Milton a un train de vie qui de toute façon est un train de vie plus qu'aisé. Il n'y a qu'à voir la description qu'on a faite de son incroyable maison pour en douter. Donc je pense qu'en fait, une partie de ses moyens de surveillance sont tout simplement inclus dans du matériel de haute technologie, de caméras, d'alarmes, de choses comme ça, qui pourraient passer pour des choses tout à fait normales. Ça passe pour des lubies de personnes riches, quoi. Donc je pense qu'effectivement il y a une partie du système de sécurité qui est occulte sous un habillage de haute technologie. Je pense aussi que certains glyphes ou certains symboles sont tout simplement inclus dans des tableaux, dans des dessins, dans des posters. Je me demande même dans quelle mesure Esther n'a pas elle-même tracé certains de ces symboles dans sa chambre, par exemple. Alors ça peut passer pour des tags d'adolescents rebelles, alors qu'en réalité, c'est plutôt des pentacles de protection, de conjuration, ce genre de choses. C'est quoi ces petits moments d'évasion, ces moments agréables que tu peux avoir au sein du manoir, en admettant qu'ils existent, en admettant que ça ne soit pas une vie spartiate qu'ils se sont imposés ? Non, en fait, je pense que Milton a bien conscience que si il impose un régime militaire ou psychiatrique à Esther, ça risque peut-être d'empirer son état, ou plutôt d'agrandir en elle certaines failles que son côté obscur pourrait utiliser. Donc je pense qu'il y a un peu d'empathie, mais c'est aussi très très pragmatique chez Milton. Remercions-le pour une telle lucidité. Oui, je pense aussi. Oui, effectivement, il y a un peu de tendresse derrière tout ça. Je pense que c'est clairement son instinct de chasseur qui lui dit « Oulala, donne des croquettes à la bête enragée parce que sinon elle va te bouffer. » Qui a un droit de visite du coup ? Mes parents, ça semble assez évident. C'est même indispensable, je vois pas comment ils pourraient tolérer le fait de ne pas croiser la chair de leur chair. Bah oui, alors après, tu sais, les lubies de Milton, mais je pense que pas à ce point. Je pense que le psychiatre qui me suit, c'est le médecin qui me connaît.
Parce que, comme il me suit, je pense que Milton l'a déjà checké 36 000 fois sous toutes les coutures. Et donc, s'il a accepté sa venue, c'est aussi parce qu'il sait qu'il ne représente pas un potentiel risque obscur. Ok, ce psychiatre, nommons-le, histoire de lui donner un peu plus de consistance. C'est le docteur Preston. Bonjour madame. Ah, donc ce docteur Preston, de belle apparence, c'est donc la collègue de Malovitch? C'est sa supérieure. Ah, Voilà. qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? C'est quelqu'un de rigoureux, d'un peu difficile d'accès au premier abord. Tu sais, c'est ces gens qui sont très professionnels, très froids, mais qui se détendent avec le temps. Mais c'est long. Ça fait partie de ces gens qui ont des protections et des barrières aussi. Avec le métier qu'elle pratique, ça se comprend aussi. Je pense que c'est une femme de poigne, en tout cas dans son milieu, avec ses collègues. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un avec une grande acuité. Souvent, quand elle pose une question, c'est souvent qu'elle a déjà la réponse en fait. Mais elle la pose quand même. Donc à l'instant, tu me l'as décrit, est-ce qu'on a le droit d'imaginer qu'à l'écran, peut-être qu'il y a juste une musique de remplissage qui fait qu'on n'entend pas le dialogue, mais il y a une de ces fameuses visites où elle juge l'évolution de la gravité de tes troubles mentaux. Mm-hmm. Est-ce que tu l'accueilles dans l'intimité de ta chambre? Non. Personne ne rentre dans la chambre d'Esther sauf elle, sauf s'il frappe la porte. Milton a déjà essayé. Au début ça passait, et puis un jour elle l'a envoyé chier. Elle lui a dit écoute Milton, si tu veux rentrer dans le seul espace qui est à moi, tu frappes à la porte. Ok. Et depuis il le fait. Parfois il oublie, il se prend un regard noir, et il referme la porte et il recommence. Donc je pense que non. On a toujours nos rendez-vous dans une pièce publique si tu veux du manoir. Probablement aussi parce que je dirais pas que Milton est paranoïaque, mais avec l'expérience... Il faut être paranoïaque quand on a son métier. Je veux dire, un hunter lambda en général, une fois qu'il a mis le doigt dans l'engrenage, il ne fait plus que ça. Je veux dire, ces gens-là ont rarement une vie sociale et sont aussi toujours sur les routes de manière à ne jamais être traqués. Donc qu'un chasseur tel que lui prenne la peine d'avoir un pied à terre et du coup offrir le moyen à ses ennemis de le retrouver, ne doit pas se faire sans énormément de précautions. Donc je pense qu'il y a même probablement 1 ou 2 miroirs ou 1 ou 2 glaces dans la pièce qui sont des vitres sans teint en réalité. Ok, et tu sais quoi? Il est probable qu'il y en ait bien plus à travers tout le manoir et tu en ignores les 3/4. Oh oui. C'est sans doute assez dérangeant. Peut-être qu'on a quelques plans où il y a Milton dans une genre de Batcave en train de t'observer, en train peut-être de sangloter à un moment ou à un autre de ton incarcération. Tiens donc. Une pensée comme ça. Ok, donc voilà. Je pense que le docteur Preston a au moins une fille ou 2 qui sont plus ou moins de l'âge d'Esther. Tu as fini par lui arracher cette information? Ouais. Ou tu étais juste perspicace puisque à l'époque où elle te recevait dans son cabinet, tu as fini par voir du coin de l'œil des preuves qui ne trompaient pas. Que ce soit un dessin d'enfant ou un simple cadre photo. Je pense que j'ai aperçu une photo posée en hauteur entre 2 livres de psycho et que la ressemblance était telle qu'il n'y avait pas de doute à avoir quoi. Du coup, vous avez quel genre de relation? Tu me dis qu'elle était distante, mais qu'avec le temps, on pouvait réussir à... Si tu veux, c'est un psy qui me suit depuis longtemps. Donc du coup, elle a en même temps, on se connaît bien dans le sens où elle a probablement accès à des tréfonds d'obscurité, de doute et de chagrin que même mes parents ignorent. Mais en même temps, elle garde toujours une forme de précaution professionnelle. Dr Malovitch a eu la preuve de ton instabilité, hein. Oh, c'est indéniable. Qu'en est-il du Dr Preston? Est-ce que ton reflet t'a joué de vilains tours en sa présence? Et je demande cela au passé, car pour l'heure, ton reflet a compris qu'il était dans son intérêt de la mettre en veilleuse. Brave petite. Je pense que quand j'étais petite, le reflet a essayé, oui, de lui faire peur et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi confiance dans le docteur Preston, parce que contrairement à Malovitch, pour ne citer que lui, elle a compris quelque chose ou elle a voulu en tout cas voir l'évolution de quelque chose qui fait qu'elle est restée malgré tout. Elle doit abreuver ton cas d'un certain jargon scientifique. On est d'accord qu'elle ne soupçonne en aucun cas que l'autre dans ta cervelle est d'origine occulte. Ah oui, ça c'est évident. Il est évident qu'elle a sa théorie tout à fait cartésienne et rationnelle à mon sujet. Et peut-être que sa théorie est valide. En fait, peu m'importe, dans le sens où j'ai probablement lu des livres de psycho pour mieux comprendre ce qu'elle entendait par là. Aussi, je me demande à quoi elle attribue le fait que ta condition est beaucoup plus stable depuis 1 an.
Enfin, c'est peut-être le seul point sur lequel je suis pas d'accord avec elle et je lui en veux un peu, et en même temps, je peux pas trop la démentir parce que si je le fais, elle va remonter une piste qui risquerait de la mener à la réalité de la chose. Je pense qu'elle doit juger que le fait que voilà, je sois en adolescence et que je vive plus chez mes parents, ça aide. Et je pense qu'elle aime pas trop le caractère de ma mère. Ou plutôt, elle doit envisager que son côté un peu planant, lunatique, soit est la cause en partie de mes pathologies, soit ne fait pas, n'aide pas les choses à s'améliorer. Ça alors, qui pourrait reprocher à cette brave Abigail d'avoir une mauvaise influence sur toi? Elle soupçonne pas ta mère d'avoir été un peu stone pendant la grossesse quand même. Peut-être qu'elle se dit qu'il y a une sorte de baby blues ou de pas bien traité, mais c'est peut-être pas elle lui reproche probablement pas d'avoir une mauvaise influence. En fait, elle doit lui reprocher de manquer d'influence, c'est plutôt ça. D'accord. De pas pleinement habiter son rôle de mère ou je ne sais quoi. Ce qui est peut-être pas complètement faux, mais là c'est la psychanalyse de ma mère, c'est plus la mienne. D'accord. Et donc j'attends avec impatience le moment où elle pourra déclarer aux autorités compétentes que tu es apte à nouveau à voler de tes propres ailes et que cette captivité n'est plus nécessaire. Oui, je pense que c'est pas quelqu'un de cruel. Revenons aux visites autorisées. Après tes parents, le Dr Preston, qui donc a pu te rendre visite. En tout cas, sache que Madame Gibson demande régulièrement de tes nouvelles. Oh, j'adore cette femme. C'est compliqué de créer un cercle de connaissances à quelqu'un qui de toute façon a toujours vécu en marge. Je pense que je dois avoir un prof de musique. Ah, et tu t'exerces sur quoi, Esther? Bonne question. À tout manoir, son piano. Oui, mais justement, j'ai pensé au piano, j'ai pensé au violon pour casser les oreilles de Milton pendant au moins les premiers temps de solfège. J'ai pensé à la guitare, mais c'est d'un classique. Moi, je n'ai aucun tabou vis-à-vis des classiques, bien au contraire. Oui, non, je sais. Je pense qu'elle fait du piano, en fait. Je pense qu'elle a découvert le piano parce qu'il y en avait un dans le manoir de Milton. Et je pense que comme de toute façon, elle aime beaucoup la musique, elle a commencé à triturer là-dessus. Et je pense que Milton a vu que ça l'intéressait, mais il lui a vendu comme « Écoute, pour que tu arrêtes de nous casser les oreilles, je vais t'offrir un prof. » Ewan va trop craquer, n'est-ce pas? J'avoue que... Peut-être que, en fait, pour le coup, Esther n'y a pas pensé. Je pense qu'elle aurait voulu faire craquer Ewan, elle aurait pris des cours de basse. Ok. Donc je pense qu'on finira peut-être par avoir cette scène où un agent de probation vient enfin te libérer, oui, très bien. La cheville voilà. De ce boulet qui te tenait captif depuis si longtemps. Très bien. Je pense que tes parents sont là au moment de cette libération, quoi, qu'ils te prennent dans leurs bras. Oui. Et ton père te demande alors, où veux-tu aller maintenant? Tu dois avoir besoin d'un grand bol d'air? Je veux aller acheter des disques. Tes parents sont au courant? Il n'est pas très loin. Hein, D'ailleurs, tiens, on va lui donner un nom tout de suite. La boutique d'Ewan, c'est le Starlight Station. Starlight Station, ok. Tes parents sont au courant que tu as ces habitudes-là? Oui, pour la musique, ils le savent. En fait, il y a peu d'habitudes qu'ils ne connaissent pas. Simplement, ce qui leur est compliqué à cerner, ce que Esther a toujours eu du mal à gérer avec eux, c'est le moment où elle y est, ou le temps qu'elle y reste, si tu veux. Elle dit je vais voir Ewan, ils savent qui c'est, il est pas loin, je pense qu'il est déjà passé au cinéma de la paroisse plusieurs fois. Mais après, le problème c'est toujours est-ce qu'elle va prévenir quand elle change de lieu, combien de temps elle y reste, etc. C'est ça en fait. Ok, dans ce cas, s'ils l'ont croisé, tu te doutes que je dois te demander cette question. Comment tes parents voient ta relation avec ce jeune homme séduisant? Ma mère, Ouais. Ma mère, elle pense qu'on sort déjà ensemble, tu vois. Elle s'est fait des films toute seule. Quand je lui dis je vais acheter de la musique, elle s'imagine d'emblée que c'est un rendez-vous romantique et tout ça. Ah ouais, du coup, elle a dû à plusieurs reprises se demander quand est-ce qu'on l'invite à la maison pour dîner. Oui, c'est ça. Et puis je pense même qu'une fois, elle a glissé en sa présence directement. Ok. Et c'est pas Ewan, hein, c'est Evan. Evan, ok. Seulement du temps où vous fréquentiez, tu avais encore 17 ans. Est-ce bien raisonnable, fille de pasteur? Pour le coup, pour une fois, il le voit plus en tant que père qu'en tant que pasteur. C'est-à-dire que il dira, il faut bien que jeunesse se passe et tout ça, mais après, je reste sa fille unique. Et Dieu sait que sa fille unique est particulière, à tout point de vue. Donc du coup, elle est unique et unique. Donc du coup, ouais, il est peut-être un peu protecteur, à la fois un peu curieux, parce que il a envie de savoir si ça va, et en même temps peut-être un peu trop curieux, à mon goût en tout cas. D'accord, un nuage imperceptible passe donc dans la vision de ton père et déclare eh bien nous allons te déposer. J'ai très envie de leur dire que j'aimerais y aller à pied, mais... Tu avais pas dit qu'à l'époque t'étais une fanade du vélo?
Vu que je ne sais pas conduire, parce que voilà, moi j'improvise pas au volant comme le reflet, effectivement, le vélo c'est cool, ça va vite et... J'aimerais bien y aller en vélo en fait. Je tente, comme ça, à tout hasard. Ton père a une petite hésitation, se passant la langue sur les lèvres, et c'est à ce moment-là qu'Abigail lui obstrue ton champ de vision, posant des mains douces sur tes épaules. Mais bien sûr, ma fille, ton bolide doit te manquer depuis le temps. Merci maman. Allez papa, s'il te plaît. Je vais faire comme quand j'étais petite et que je faisais un mini caprice que je savais déjà acquis d'avance. Je m'approche de lui avec une petite mine. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Il finit par esquisser un large sourire. Oh, aujourd'hui, je ne peux rien te refuser. Va, vole. Oui, pardon, je vais pas le faire comme ça. Mais sois prudente. J'attrape un sac au vol. Je suis déjà en train de m'envoler dans le couloir vers la sortie. Oui, promis, on s'appelle, bisous. Le révérend Samuel se masse le crâne en te regardant partir. Il t'aime tant, il craint tant pour ta petite personne. Abigail lui en serre le bras avec chaleur et il ne peut s'empêcher tout de même de jeter un regard à Milton en se demandant si tout ceci est bien safe. Il parle du vélo ou du fait de vivre avec Milton? Oh, je parle de tes troubles mentaux passés, en se demandant si tu ne vas pas faire une nouvelle crise. Je veux dire, ça fait longtemps maintenant que leurs nuits ne sont plus tranquilles. Je préfère que ce soit les nuits que les jours. Vas-y. Plan suivant, avec une petite musique légère, j'imagine. Alors qu'on a naturellement ce plan classique que Jean-Pierre Jeunet n'aurait pas renié, où on voit le petit carillon de ton vélo, la roue qui tourne vivement, l'air dans tes cheveux et dans l'air d'innocence béate, je pense. Là, tu regoutes enfin à la vie. Ouais, c'est soulageant de retrouver les lumières de l'automne, de retrouver le vent, de se dire que le monde est un peu plus vaste que simplement un manoir. Certes grand, mais quand même. Ok. Non, je pense que c'est toujours avec ce petit art de piano, que je ne manquerai pas d'ajouter au montage, qu'on a des petits plans de cette ville de Providence que tu réapprivoises à nouveau. Des coins pittoresques et une gestion de la lumière absolument exquise. C'est la golden hour de tous les photographes. Voilà. À quoi ressemble le Starlight Session? C'est quand même le fief d'Evan depuis longtemps, mais est-ce qu'il n'a pas hérité d'un membre de sa famille? Je veux dire, il a des goûts carrément vintage, donc je veux dire, il a bien dû avoir un mentor comme ça qui lui a appris les valeurs d'une certaine musique. Son oncle. Ok. Tu l'as connu? Je pense que je le connais, c'est-à-dire qu'Evan gère sa boutique comme un grand, mais je pense que son oncle passe régulièrement. Il doit habiter en campagne, tu vois, mais régulièrement il revient avec des caisses de perles rares. Tu sais quoi, il me plaît déjà cet oncle. Il a quel nom? Il ressemble à quoi? Evan, il est plutôt typé amérindien. Oh, je pense. Okay. Du coup, il a un oncle un peu dans ce goût-là. Un peu vintage, un peu... C'est l'homme qui a fait 36 métiers dans sa vie. Ouais. Il a tout fait. Et puis un jour, il s'est acheté une ferme. Puis il a décidé qu'il allait en rester à sa vraie passion de musique. C'est quelqu'un d'assez cool. Hein. Je pense que, même si c'est des goûts vintage, disco, tout ça, je pense que son oncle, c'est typiquement celui qui a un attrape-rêve accroché au rétroviseur du camion. Ça alors, tu as cru que le disco pouvait se marier ainsi avec... Pourquoi pas? Pourquoi pas. Des Amérindiens, j'en ai quelques-uns. Ah, il y en a un, il est exquis, quoi. Non, mais prends-le, il est parfait. Du coup, je l'imagine en vieux beau, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Le vieux beau, exactement. Le mec, tu sais pas trop quel âge il a. D'accord, donc je vois maintenant cet homme aux longs cheveux noirs, au regard perçant, avec les verres fumés, petit sourire en coin, et qui doit lutter pour ne pas allumer une clope au sein du Starlight. Je pense que c'est lui qui a initié Evan à la tequila. Hein. Oh, ok, fascinant. Faudra lui trouver un nom du coup. Hein. Vendu pour Matosca. Ouais, ça sonne bien. Et donc tu as un prénom pour le... Je pense qu'on l'appelle Oncle Matosca, enfin, tu vois. Oncle Matosca, tout simplement, quoi. Et il te dira, le jour où je lui ai demandé son prénom, il m'a dit... Les noms ont un pouvoir, et il a rien ajouté. Ouais. Du coup, c'est intéressant parce que l'oncle, tu vois, vu qu'il doit avoir un petit côté indien, etc., je pense que l'occulte, toutes ces choses-là, il les perçoit, il les sent, enfin, tu vois. Ah, donc vieux beau classique, aware. Vieux beau classique, aware, oui, c'est ça. Est-ce que le Starlight a changé depuis qu'il est passé d'une main à l'autre? Il est mieux rangé. C'est tout petit. Le Starlight Station, c'est vraiment un tout petit endroit. Tu sais, c'est bourré de bacs avec des vinyles, ouais. Avec un vieux jukebox. Et je pense que le jukebox, lui, est d'origine. Il passe de Matosca en Matosca. Et effectivement, il y a quand même un attrape-rêve quelque part. Voilà, je voulais te demander s'il y avait quelques reliques qui rappelaient l'origine native. Il y a un attrape-rêve carillon à la porte. Ok, voilà. Sympa. Et donc ça y est, tu vas enfin le revoir, ça fait 1 an. Comment tu te sens?
J'ai super peur. Je suis super excitée. J'ai super peur. Mais peur de quoi, Esther? Je sais pas, il pourrait m'avoir oublié. Il pourrait essayer de trouver une copine. Il pourrait, je sais pas. Ah, c'est pas impossible. Il pourrait ne plus se rappeler de moi. Il pourrait pas me reconnaître aussi. D'ailleurs, tiens, j'ai une question pour toi. Qu'en est-il de la balafre sur la joue que j'ai arborée après mon combat contre le lycanthrope? Je te renvoie la question. Si tu me dis qu'elle a totalement disparu par magie, c'est tout à fait recevable. Si tu me dis que tu veux garder un souvenir pittoresque de cette époque trouble de ta vie, une cicatrice qui devient du coup esthétique, naturellement, on est dans une série, c'est recevable aussi. Je pense que j'ai une trace. Une trace plus pâle, tu vois. Ok, adigé. Allez. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis laissé pousser les cheveux. Ah, tu es pas la cacher. C'est plus facile par moment de dissimuler ces choses-là quand on veut pas les voir. Ok. À nouveau, ce fameux carillon dont tu avais presque oublié le son. Il y a Evan qui est en pleine conversation, une de ces fameuses conversations qui lui ressemble tellement, où il s'agite, où il parle à véhémence. Devant lui, il y a un type totalement quelconque, devant un carton rempli de vinyle. Mais vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous en débarrasser? Enfin, écoutez, c'est pas magique! Et effectivement, au fond, on entend Bowie qui chante Let's Dance. Et Evan a beaucoup de mal, à ne pas battre la mesure, à se déhancher un peu. Son oncle, en revanche, est déjà dans la pièce, effectivement, adossé au mur. Lui, par contre, n'hésite pas à battre le rythme du pied. Il est le premier à remarquer ta présence. Il hoche la tête en te faisant un petit signe de mec trop cool, tu vois. Quelle apparition! On désespérait de te retrouver. Et naturellement, Evan ne t'a pas encore marqué, pendant que le client qui lui fait face déclare non, mais bon, ça va, combien vous me donnez pour le tout? Mais c'est de l'or que votre tante vous a légué! Vous aviez de l'or dans votre grenier, vous l'ignorez jusqu'ici! Vous le regretterez! Je peux pas m'empêcher de rigoler. Je m'approche de l'oncle. Et je pense qu'on a un check. Oh ouais, je me demandais s'il allait te faire le baise-main, tu vois. Non, mais je pense qu'on a un check. Ok. À ce moment-là, il fait glisser ses verres fumés au bout de son nez. Toi, il y a vraiment de pied en cap. Tu es devenue une femme, ma chère. Paraît que ça arrive à des gens bien. Et ça te réussit, crois-moi. Il va vraiment être ravi de te voir. Je rougis. C'est tellement obvious. Il y a Evan qui est un peu boudeur, passe derrière, je sais pas pourquoi, j'imagine une vieille caisse enregistreuse. Il doit y avoir un sticker indien dessus, tu vois, mais quelque chose qui tire plus vers les clichés que... un aigle, un espèce d'aigle indien. Voilà, le genre de truc qu'on peut trouver à Vegas, quoi. Le tiroir caisse, il a une serrure, tu sais, et du coup, les porte-clés qui sont sur la clé, c'est que des gris-gris. Ouais, ok. Il file au client, une liasse, le gars les empoche. Le gars est assez jeune en fait d'ailleurs. Il se dirige très vite vers la sortie, il se doit de vous contourner car comme tu l'as dit, le Starlight est un endroit assez réduit. Il vous regarde d'un œil un peu absent et l'oncle Matovska ne peut s'empêcher de lui balancer et dire qu'il va cramer tout ça en jeu vidéo. Les jeunes ne savent pas ce qui est bon. Voilà qui vient parler. C'est un petit peu comme pour célébrer ta réplique qu'il lève les bras au ciel et que Evan reste un peu figé devant son tiroir caisse en te redécouvrant. Esther ? Salut. La vieille scène de toutes les séries américaines, la grosse gêne. On ne va pas y couper. Il a quel âge ce garçon? Il est plus âgé que toi quand même. Je sais pas, il doit avoir 24 ou 25, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être que Esther ne le sait pas. Est-ce qu'il est homme, ce romantic interest? Donc effectivement, je pense que... allez, je vais pousser dans les clichés, le temps suspend son cours. Peut-être que je vais mettre une petite musique suave derrière, alors que la caméra s'attarde sur les deux beaux jeunes gens que vous êtes. Tu peux mettre du David Bowie? Oui, parfaitement. Je pense que je vais mettre un slove qui lui est propre. et t'as oncle Matovska qui, lui, justement, a tenu à nouveau à s'adosser au mur pour que plus rien n'obstrue vos champs de vision respectifs. Et pour pouvoir profiter du spectacle? Bien sûr, il passe une main sur sa mâchoire inférieure pour cacher son hilarité accablante. Bah, dis quelque chose, garçon. Et Evan fait ça fait vraiment plaisir de te revoir. T'as changé. Il bondit presque au-dessus de son comptoir et vient vers toi. À quel point est-il tactile, ce garçon? Est-ce qu'il te serre cordialement la main? Est-ce qu'il te prend dans ses bras? Je ne sais pas, c'est la première fois que je le rencontre. Je pense que on devait se faire des checks, ou on devait tu vois, se prendre par les épaules comme faisaient les copains. Est-ce qu'il le ferait encore maintenant? Ça, je ne sais pas. Non, je pense que tu as toujours été cette petite sœur inavouée, mais là c'est tout autre chose. Effectivement, je pense qu'il était quasiment au contact pour te faire à nouveau une embrassade assez chaste et fraternelle, mais là il est figé, incapable de faire quoi que ce soit. J'ai quelque chose pour toi. Je plonge ma main dans la poche de mon blouson et j'en sors une clé USB.
Mais que contient-elle, Esther Joyce? Que de mystère! Des films, évidemment. Plein de vieux films. On a beaucoup de temps à rattraper. Je te devais plein de vieux films, alors ils sont là, avec quelques autres. En quoi consiste ce deal que vous avez tous les deux? Dois-je comprendre qu'il est totalement perdu dès qu'il s'agit de surfer sur la toile? Absolument pas. C'est juste une façon de... Comme certains jeunes s'envoient des textos, lui m'envoie des MP3 et moi des vieux films. La piraterie est un délit. C'est des vieux films, ils sont peut-être plus soumis aux droits d'auteur. Tu tâches de parfaire la culture cinéphile d'Oscar Sand dans la même mesure que lui tâche de s'occuper de ta culture musicale. C'est ça. J'essaye désespérément de le faire aimer des films qu'il n'aime pas, comme il essaye désespérément de me convaincre que certains groupes que je n'aime pas sont cool. Ok. Donc il s'en saisit machinalement, reste un peu perdu dans la vision de cette clé. T'as l'oncle Matowska qui se racle à nouveau la gorge, car il n'arrive plus à supporter la vision d'une telle catastrophe. Il déclare vous m'excuserez les tourtereaux, j'ai allé m'en griller une. Et il bouscule un petit peu son neveu, histoire d'espérer lui remettre un peu les idées en place. Et il a un petit roulement d'yeux à ton attention. Et à nouveau, donc le carillon de la porte se fait entendre et vous êtes désormais seul dans le Starlight Session. Il s'est remis à fumer, c'est ça? Et bah, tu sais ce que c'est, je veux dire, on s'en doutait. C'est un peu sa marque de fabrique. J'aurais pensé que, vu comment a fini papa, ça lui serve d'exemple, mais il peut pas s'en empêcher, quoi. Faut le comprendre, il vient d'une époque où les clubs s'étaient glorifiés, quoi. Ouais, faut qu'il essaye la cigarette électronique. Et il est pas fan de... Il trouve que ça fait un peu gadget. Il soigne les apparences, hein. Tu le connais. Et je pense qu'à ce moment-là, le plan s'attarde sur l'oncle Matowska, qui transpire la classe effectivement, quoi. C'est à croire que le moindre de ses gestes est calculé, et ça ne peut pas laisser les passantes comme les passants indifférents. Je pense même que le soleil s'est couché exprès dans ses plus belles couleurs orange, juste pour ce plan. Voilà, moi-même en le voyant ainsi, je mets en doute mon hétérosexualité. Evan s'étire, toujours comme un poisson hors de l'eau. Ça fait longtemps, Esther. Qu'est-ce que tu deviens? Et il fait mine de ranger ces nouvelles acquisitions à leur place. Je pose une fesse sur le rebord d'un bac et mes doigts furetent machinalement entre les pochettes des vinyles. J'ai eu des gros soucis de santé. Je suis vraiment désolée, j'aurais bien voulu pouvoir te prévenir, c'était compliqué. La seule vérité à laquelle Evan a eu droit, c'est des soi-disant crises d'épilepsie. Tout à fait. Ce qui en fait est la vérité. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est ce qui les provoque, évidemment. D'accord. Il reste un peu songeur, il se perd dans la contemplation de Ziggy Stardust. C'est vraiment moche ce qui t'arrive. Tu mérites pas tout ça. Je hausse les épaules. Je dis, ça sert à rien de se poser la question. C'est juste comme ça, c'est tout. Et au final, c'est pas si grave. Regarde, je suis là. Je pense que j'essaie de me convaincre moi-même, mais... T'as des nouvelles choses à me montrer? À ce moment-là, il y a, comment dire, le nuage qui est passé sur son visage se dissipe bien vite. Il déclare carrément, tu penses on va reprendre où on s'est arrêté. Il se dirige presque par automatisme et s'empare d'un vinyle. Bah tiens, écoute-moi ça. On peut parler de Bowie sans parler de Queen. Est-ce qu'il raffole de Queen aussi? Oh, pourquoi pas? Bah du coup, je pense qu'il passe un Under Pressure, clash de montagnes qui se lance dans un véritable duel vocal. Et donc en fait, il te raconte dans quelles conditions ce titre a pu voir le jour et comment aucun de ces deux idoles n'a voulu céder un pouce de terrain. Je finis complètement morte de rire. Attends, tu parles en même temps que la musique, j'entends rien du tout là. Et, il se prend la tête entre les mains. Ah, j'ai recommencé, je peux pas m'en empêcher. Et ça. Voilà quoi. Je pense qu'on finit par chanter tous les deux dans le Starlight Session comme des gosses. Oui, parce que naturellement, elle passe en boucle et tu finis par très vite capter les paroles, quoi. C'est ça. Et tu as toujours Matowska qui s'en grille une nouvelle, jetant un la vache. On va être responsable d'un cancer du poumon, quelque chose d'énorme. Mais non, les hommes comme lui, voyons, ils sont éternels. Ils sont immortels. Hein. Voilà. Il est vraiment touché par cette image de ces deux adolescents qui se retrouvent et qui... Enfin, adolescents, il y a 25 balais quand même. De ces deux jeunes adultes qui se retrouvent et qui communient sur l'autel... Sur l'autel du cool. Sur l'autel du cool. Vu où nous en sommes dans la fiction, il est impensable pour moi de te balancer le nouveau mystère de la semaine en plein visage. Aussi, je vais juste apporter un petit rebondissement qui ne te piquera pas trop, espérons-le. Alors effectivement, que le jour décline et que vous vivez cette communion magique, il y a un homme au pas pressé, le téléphone rivé à l'oreille, en train d'avoir un dialogue un peu musclé au téléphone. Tout de suite, le spectateur ne peut s'empêcher d'éprouver une once d'antipathie à son égard. Et cet homme, tu le connais. Cet homme, il va le figer en voyant ton vélo. Dis-moi, Esther Joyce, qu'est-ce qui fait que ce journaliste sans scrupules, qui t'a pourri la vie pendant si longtemps, va reconnaître ce vélo comme étant ta propriété?
Qu'est-ce qu'il y a comme gris-gris, comme décoration qui ne trompe pas? C'est la sonnette. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Oh, c'est une sonnette métallique, tout ce qu'il pourrait y avoir de plus classique, si elle n'avait pas été gravée à mon nom par mon père quand il m'a offert le vélo. D'accord. D'ailleurs, une question qui me vient là tout de suite et que j'aurais dû te poser avant, ce vélo, il est toujours de ton âge ou tu commences à devoir te dresser un peu sur les pédales? Il est un peu petit pour moi. Ouais, il serait peut-être grand temps d'en changer. Ok. Comment se nomme cette fouine? Ah, cette Aïe. petite belette Ok. là. Donald Brown, Joseph voilà. Louis. Donald Brown. Avec ses dents qui rayent le bitume. Puis en plus, Brown, il insiste bien. journaliste. Oui, je suis Donald Brown, journaliste. Trop curieux. Quel visage lui donnes-tu? C'est important pour me antipathique. mettre dans... Mais faussement cool, tu vois. Je peux lui donner la tête du président des 12 colonies. Enfoiré, quel spectacle. En fait, on a un plan sur son visage avec un petit sourire en coin, un petit sourire carnassier. Et à ce moment-là, la caméra fait le point sur la vitrine alors qu'il se retourne et que lui-même devient flou. Et on vous voit tous les deux. Evan a récupéré un objet à la con et il s'en sert comme micro, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je pense qu'il s'est peut-être perché sur un tabouret, mettant sa santé en péril. It's a terror of knowing what this world is about. Bref, il est parti, quoi. Enfin, non, qui joue Freddie Mercury, qui joue David Bowie? C'est moi, David Bowie. Ah, d'accord, bien sûr. Ok. Évidemment, c'est moi, Voilà. Ziggy Stardust. Avant même que Oncle Matowska ait eu le temps de le cataloguer comme nuisible au dernier Casseur degré. de groove. Casseur de groove, casseur de groove absolu. Cette sienne de Donald Brown pousse la porte et s'invite dans votre moment. Il a sorti machinalement son dictaphone. Tu sais, c'est La comme dans jeune. ces séries, les journalistes qui parlent à leur dictaphone alors que t'es là. Ouais, c'est ça. Le 17 septembre, je recroise la route de la jeune médium. Il y a Evan qui reste complètement abasourdi, perché sur son tabouret avec son micro improvisé, alors que le disque continue de tourner. D'un coup de l'index, il a stoppé le 33 tours. C'est dire à quel point cet homme ne respecte rien. Je pense que j'ai pâli d'un coup, j'ai ma bouche qui s'entrouvre de stupeur, je dois faire une tête complètement abasourdie. Et je devais avoir un truc à la main, genre un stylo ou un truc comme ça qui m'échappe des mains littéralement. Oh non, pas vous. À ce moment-là, il esquisse un large sourire. Vous étiez si jeune la dernière fois qu'on s'est vu, mais vous vous souvenez de moi, je suis flatté. Est-ce que ces grenouilles de bénitier continuent à faire le pied de grue à votre porte, espérant que vous contactez un proche disparu trop tôt? C'est de ma famille que vous parlez là? Vous les désignez comme votre famille? C'est touchant. Et pourtant c'est vrai, vous avez empêché ce jeune homme de se suicider. Vous avez vu l'événement avant qu'il se produise. Sortez d'ici. Evan est un homme charmant, on est d'accord. Est-ce qu'il est sanguin? Alors moi je l'aurais pas dit sanguin. L'oncle peut-être. D'accord. Et Evan pas encore, il pourrait se découvrir ainsi. Il ne va donc pas lui décocher une droite. C'est pas le genre. Je pense que du coup il se laisse tomber du haut de son tabouret et il fait Vous n'êtes pas le bienvenu dans mon humble établissement. Je vous prie de quitter les lieux tout de suite s'il vous plaît. Donald Brown esquisse un sourire carnassier et toujours à ton attention. Je suis ravi que vous ayez fait surface, jeune fille. Est-il vrai que vous étiez maintenue en résidence surveillée? Si ce lieu est peu propice à un interview, peut-être m'accompagnerez-vous. Il fait un mouvement de tête en direction du Starbucks d'en face. Ailleurs? Gros plan sur les lèvres d'Esther qui se pincent. Elle se mord la lèvre sur son poing qui se crispe. J'ai pas envie de vous parler. J'irai nulle part avec vous. Barrez-vous. Je pense que c'est très lointain, très étouffé. Mais tu entends un petit rire très reconnaissable. Oh non. Où est-ce qu'elle apparaît là tout de suite? Dans la caisse enregistreuse métallique, bien sûr. Il est sur la liste. Arrête, on avait passé un marché. C'est vrai, et je serai sage. Mais la vérité, Esther, c'est que tu le détestes autant que moi, peut-être plus. Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. À quelle sauce vas-tu dévorer ce vilain bonhomme, Esther? Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que le jukebox se met en marche tout seul. Quel est le titre qui se fait entendre? Elle spells. Et du coup, tu me dictes cette chanson pour la fin de l'épisode. Ok. La deuxième chose, c'est la porte qu'il avait évidemment impoliment laissée ouverte qui claque dans son dos, faisant teinter le carillon. Alors que l'oncle Matowska s'apprêtait à se précipiter à sa suite et expulser le contrevenant en manu militari. Extra, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il a la main sur la poignée, ne comprenant pas ce qui se passe. Et évidemment, il force sur la poignée, ça s'ouvre pas. Et ensuite, je pense que... Je me demande si je peux aller au point où les vinyles se mettent à voler, en fait. Enfin, en tout cas, où les rayonnages commencent à trembler. Si tu fais ça, les répercussions seront irréversibles. Evan et Donald font partie du cercle très fermé de ceux qui savent. Mais je pense que là, la seule chose que j'ai en tête, c'est juste laisse-moi tranquille. Les rayonnages tremblent. C'est à croire que vous avez droit à votre propre séisme. L'expression hautaine quitte très vite le visage de M. Brown, qui maintenant te livre une vive inquiétude, ce qui peut déjà être un spectacle satisfaisant.
Et Evan n'emmène pas large non plus, regardant en tous sens sa modeste échoppe soudain hantée. Il lâche. Qu'est-ce qui se passe? Je m'approche de Brown, tout doucement, très lentement. J'ai les yeux fixés sur lui et une expression fermée de rage. Il y a un temps d'hésitation et aussitôt il porte le dictaphone à ses lèvres en déclarant le sol tremble subitement sous mes pieds. On voit pendant Dans qu'il un parle en instant, fait ma main qui se rapproche. Les étagères sont à deux doigts de crouler sur nous et en face, la jeune Esther Joyce tend une main vers moi J'attrape son dictaphone avec une mine effrayante. et en fait je lui prends mais sans forcer, tu vois, juste je lui ôte des mains. Je penche un peu la tête sur le côté sans le quitter des yeux et je broie le dictaphone entre mes doigts. Je pense que tu l'as broyé sans le moindre effort. C'est ça le truc. J'écarte les doigts, je laisse tomber les miettes du dictaphone sur le sol. Je pense qu'au moment où Evan a parlé, je me retourne dans sa direction. Allez-vous-en, ne remettez plus jamais les pieds ici. Et à ce moment-là, la porte, en fait, l'oncle qui devait tirer sur la poignée, à ce moment-là, elle se rouvre. Le temps suspend à nouveau son cours, mais pas pour les mêmes raisons que la fois précédente. L'oncle Matowska est là, éberlué dans cette porte qui vient enfin de céder à ses assauts. Et Evan est surpris de voir subitement le séisme cesser au sein de son magasin. Donald Brown finit par cracher Croyez-moi, Miss Joyce, très vite, cette cité saura à quoi s'en tenir en ce qui vous concerne. Et alors qu'il fait une de tourner le dos et de quitter le Starlight Station, c'est peut-être des mains spectrales qui se saisissent de lui et le poussent, ou peut-être même un bottage de cul en règle auquel il a droit, mais il va le dingue. Il va s'écraser dans un distributeur de journaux. Il porte tout de suite la main à sa tempe, où le sang commence déjà à perler. Il prend une passante anonyme à témoin. Vous êtes témoin? Vous avez vu comment on vient de me traiter? La passante ne sait que dire. Elle porte la main à sa bouche, devant le spectacle de l'oncle Matowska, circonspect. Evan à la vitrine, abasourdi. Et toi, quelle est ton impression, Esther, tout de suite? J'ai les yeux pleins de larmes. Et pourtant, j'ai toujours les poings serrés. Ok. Je vais te demander un jet de charme, s'il te plaît. Oh, sérieusement? Je gagne un niveau. Et quel est ton résultat, Esther? J'ai fait 6. L'acceptes-tu? Nope. Ah. Il y a Evan, c'est pas possible. Non, c'est bien que tu aies sous-pesé ce qui était en jeu. Parce que là, quelque part, je juge de ta bonne foi apparente et dans quelle mesure elle va convaincre tous les spectateurs. Mais bon, tu as fait un 12+. Vous êtes témoin? Cette fille, cet oiseau de mauvais augure, vient de lever la main sur moi! Et à ce moment-là, la passante, qui est beaucoup moins anonyme, fait un haussement d'épaule. Elle déclare Oh, mais je vous reconnais, monsieur Brown. Comment oublier le visage d'un tel vautour? Non, je n'ai rien vu. Vous n'êtes pas fichu de mettre un pied devant l'autre. Voilà ce que je vois. Vous m'excuserez, ma famille m'attend pour dîner. Elle te fait un petit clin d'œil et reprend sa route où elle l'avait arrêtée. C'est qui cette femme? C'est un ange? J'allais le dire. C'est là que Donald Brown décide donc d'achever la grande scène de l'acte 2 qu'un footballeur n'aurait pas renié, surjouant sa douleur. Il dépoussière son costard sur mesure, ajuste sa cravate. Fort bien, nous nous reverrons. Je sais que je n'aurais pas cherché longtemps avant de trouver quelques ordures pour souiller votre belle image. À ce moment-là, il y a oncle Matowska qui esquisse un crochet du droit dans sa direction, se contente de balancer un bouh. Et naturellement, Donald détale. C'est qui ce clown? Finit-il par demander à ton attention. Et là, c'est là qu'il remarque tes larmes. Je lui réponds pas. Je vais m'accroupir très très lentement là où je suis, en passant les bras autour de mes genoux et en mettant ma tête dans mes jambes. Et on m'entend juste sangloter. Oncle Matowska te regarde avec tristesse. La sollicitude dans le regard d'Evan est semblable. L'oncle fait un mouvement de tête à l'attention du neveu, avec un regard on ne peut plus insistant. Et ce grand bonnet d'Evan, trop bon pour son propre bien, finit par comprendre ce qu'un gentleman censé ferait en de telles circonstances. Doucement, il s'agenouille derrière toi et te prend dans ses bras, sans un mot. Je me recroqueville dans ses bras et j'enfouis mon visage trempé par les larmes dans sa chemise. Je pense que ta détresse est telle qu'un jeune homme aussi sensible que lui ne peut s'empêcher de sentir les larmes venir à ses yeux. Et alors que vous sanglotez un peu en silence, oncle Matowska finit par déclarer « Je te préviens petit, si tu l'embrasses pas tout de suite, c'est moi qui le fais. » What? Tu laisses échapper un éclat de rire ou pas? Est-ce que ça déride un peu la situation? Je pense que j'ai un hoquet, plus qu'un éclat de rire. Et tu sens l'étreinte d'Evan qui se fait plus forte. Je redresse la tête dans sa direction, je le regarde et c'est pas grave si j'ai les yeux trempés. Je lui fais un petit sourire très las. T'es pas obligé d'écouter, tu sais.
Il te regarde avec intensité et ses lèvres viennent clore les tiennes. Et là, t'as Matowska qui fait une sorte de mouvement comme s'il il se lançait dans un solo de air guitare. Et t'éclaires, oh nom de Dieu, il était temps! Je l'écoute pas. Je l'ignore. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce baiser. Bon, les jeunes, vous avez peut-être 2-3 mots à vous dire, alors vous inquiétez pas, je vais fermer la boutique. Allez hop, dehors! Dehors, j'ai dit! En fait, on l'écoute pas tout de suite. Il est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Et Evan, qui finit par être tiré un peu de sa rêverie, ne croyant pas sa propre audace, je pense que l'oncle le prend par la peau du cou. Allez dehors, mon grand. Il te tend la main pour t'aider à te relever, en revanche. Mademoiselle. Je suis désolée pour tout ça, quoi. Désolé pourquoi? Depuis le temps que j'en rêvais? C'est tout ce que je retiens, moi. Oh, je lui fais un câlin, vas-y. Là, il est mort de rire, il a fait un rire contagieux alors que Evan sèche ses larmes. C'est pas que je lui fais un câlin, c'est que je lui tombe dans les bras. Oui, je sais, je me doute. Et il déclare emmène-la loin de là, sinon c'est moi qui craque. Et désolé, gamin, mais tu ne ferais pas le poids. J'ai un éclat de rire, bien sûr, c'est évident. T'as les mains d'Evan qui se posent sur tes épaules, effectivement, et l'oncle Matowska en profite pour disparaître à l'intérieur du Starlight et de fermer brutalement la porte en rabattant les criteaux fermés. Vous pouvez toujours entendre sa voix à l'intérieur qui déclare « Allez, du vent, décarpissez tout de suite !» Il fait un petit geste de la main pour vous inviter à vous envoler. J'attrape la main d'Evan, allons-nous-en avant qu'il devienne vraiment méchant. Il avise ton vélo en hochant la tête et déclare on va peut-être le mettre dans le coffre. Je pense pas qu'on puisse tenir à deux là-dessus. Je regarde le vélo, qui est quand même l'image de toute mon enfance. Je hausse les épaules. Sinon, on peut aussi le laisser ici et il y a bien un petit gamin qui le trouvera. Il est tellement petit pour moi maintenant. Et Evan a un petit sourire attendri, alors que j'imagine que tu défais l'antivol. Tu vas peut-être conserver ça, non? Et il pose le doigt sur la sonnette. Ouais, celle-là je la garde. Il y a un cut, et puis alors qu'on capte les derniers rayons du soleil qui traversent les buildings et les avenues de Providence, on voit simplement une voiture avec 2 jeunes gens à l'intérieur. On les reconnaît évidemment. Et cette voiture passe plein phare devant un vélo avec un antivol à terre. Il est beau ce plan. Que va faire Esther? Elle est certes libérée, mais elle a la presse à ses trousses désormais, et Evan à son bras. Mais comment concilier le fait de n'être pas soi-même et de devoir tout à quelqu'un qu'on aime? Toutes ces réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Paraît que ça arrive à des gens bien. C'est ma réplique, ça. Paraît que ça arrive à des gens bien. Bah voilà. Esther Joyce, écoute bien ce que je vais te dire. À la fin de l'épisode 2, tu avais fait un 7-9, mais tu m'as encouragé à le traiter comme un 6-. Et je n'ai pas oublié ce moment. Aussi, il me paraît évident qu'on a mis en place une mécanique de drama qui colle bien à notre façon de faire, autant qu'elle soit gravée dans le marbre. Si tu acceptes de faire un 6-, je peux considérer aussi, ne serait-ce que parce que Morgan aurait un besoin vite de faire des choses abominables sur le moment, je te gratifierais d'un point de chance. Et d'un point d'XP? Ah, ça non. Oh merde. Mais après tout, si on peut cramer un point de chance pour changer un 6- en 12+, ou même n'importe quel résultat en un 12+, la réciproque devrait être vraie. Donc, si tu acceptes de faire un 6- sans lancer quoi que ce soit, tu auras cette petite garantie de succès automatique pour plus tard, ou alors tu prends le risque de lancer et nous verrons ce qui se passe. Si tu fais un 6-, mais vous êtes abominable, monsieur. Je suis lucide. Je me dois de... Pour le bien de la fiction. Voilà, je me dois d'être prêt. Je reviens pas que tu fasses ce genre de pacte avec moi. C'est très sympa. Esther a enfin droit à un peu de douceur, elle qui en chie depuis le premier épisode. C'est clair, ça fait plaisir quoi.